Bienvenue dans cette vidéo qui est l'introduction de notre formation sur les dimensionnements des éléments porteurs en béton armé selon la norme Eurocode 2. Je tiens à préciser que toutes les parties que nous serons en train de voir sont vraiment liées. Donc, cette première partie sur l'introduction va intervenir dans la suite, d'où il est important de comprendre cette première partie. Alors, cet ouvrage est né de ma passion pour le génie civil et de mon désir de partager des solutions concrètes et pratiques aux défis rencontrés dans le génie civil. Il s'adresse aux ingénieurs, étudiants et professionnels désireux de maîtriser l'Eurocode 2 pour concevoir des éléments porteurs fiables et performants. J'espère qu'il constituera un guide pratique, clair et enrichissant pour accompagner vos projets et perfectionner vos compétences. Et ma véritable motivation, c'est de présenter des choses d'une manière très pratique et très simple. Et en parallèle à ma carrière d'ingénieur, je suis également écrivain et prédicateur de l'évangile de Jésus. J'ai eu à écrire dans ce sens 2 ouvrages qui existent sur Amazon, La chair, la plus grande ennemie de ta destinée, ainsi qu'à l'invitation à la sagesse. Là, je suis en train de partager des citations liées à ma foi chrétienne, ainsi que à la vie courante. J'aime beaucoup cette citation de Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et des vibrations. Pour toutes remarques, vous pouvez m'écrire sur ritinatan@gmail.com. Alors, voici les ouvrages que j'ai eu à utiliser. Donc, vous pouvez lire les ouvrages que j'ai eu à mentionner ici. Mais le plus important de tous ces ouvrages, c'est d'abord la norme Eurocode 2 elle-même. Parce que dans les ouvrages, quelqu'un peut se tromper. Quelqu'un peut dire X alors que la norme elle-même dit Y. C'est dans cette optique que dans cet ouvrage, je fais l'effort de placer des références qui vous renvoient vers la norme Eurocode 2. Voici le programme. Chapitre 0, c'est ce que nous allons voir. On va voir l'introduction dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on verra introduction à l'analyse structurale. Au chapitre 2, nous verrons la dalle. Chapitre 3, la poutre. Chapitre 4, le poteau. Chapitre 5, le voile. Et le chapitre 6, la fondation. Alors, commençons avec le chapitre 0. Dans ce chapitre, nous allons voir premièrement le généralité sur la norme. Deuxièmement, la présentation de la norme IN 1990D ou Eurocode 2. Enfin, troisièmement, nous allons parler de base de la norme IN 1992. Ainsi, commençons la première partie du chapitre 0. Alors, dans cette première partie, nous allons parler de la définition d'une norme. Qu'est-ce qu'une norme? Une norme est un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Alors, cette définition provient de l'ISO, que nous verrons dans la suite. Ainsi, on peut se dire qu'une norme est volontaire par défaut, mais elle peut devenir obligatoire quand la loi ou l'État lui confère ses caractères. C'est-à-dire que quand le pays adopte la norme, elle devient obligatoire dans cet espace. Ainsi, la non-application d'une norme rendue obligatoire peut entraîner des sanctions juridiques. Donc, si dans votre pays, la norme qui a été adoptée et promulguée, c'est par exemple la norme BAEL, vous ne devez pas utiliser la norme Eurocode. Donc, tout dépend de la norme en vigueur. Et si vous ne respectez pas une norme qui est rendue obligatoire, là, vous commettez un délit. La norme peut avoir un caractère obligatoire quand dans un marché, on vous impose d'utiliser X norme. Par exemple, vous gagnez un marché et dans ces marchés-là, on vous dit d'utiliser la norme chinoise, par exemple, ou la norme russe. Là, vous êtes obligé d'utiliser la norme russe qui a été imposée par ce contrat. Alors, pourquoi les normes? Les normes permettent un langage commun dans un secteur ou dans un domaine précis. Leur but est de faciliter les échanges commerciaux, développer de nouveaux marchés, améliorer la compétitivité des entreprises, assurer la sécurité et la satisfaction des usagers. Elles permettent dans certains cas une mise en conformité avec la réglementation. Ensuite, nous avons le type de normes. Les normes de base, les normes de terminologie, les normes de produits, par exemple la norme IN 206 que nous verrons dans la suite. Il y a des normes d'essai. Les normes de produits spécifient les exigences pour les caractéristiques d'un produit afin d'assurer
sa conformité et sa sécurité. Alors, nous avons les normes des calculs qui fournissent des règles pour le dimensionnement et la vérification des structures. Par exemple, la norme Eurocode 2 qui concerne les calculs des structures en béton. Nous avons les normes des services, les normes de management, c'est-à-dire elles donnent des lignes directrices pour la gestion et l'organisation des processus. Et nous avons les normes des processus qui décrivent la manière dont une activité doit être réalisée pour garantir un bon résultat. Ensuite, la portée des normes. Alors ici, sur le plan international, nous avons ISO, qui est l'Organisation internationale des normalisations. Sur le plan européen, nous avons le CEN, qui est le Comité européen des normalisations. Et sur le plan national, par exemple, pour le cas de la Belgique, nous avons le Bureau belge des normalisations. En France, nous avons l'Association française des normalisations. En Allemagne, nous avons l'Institut allemand des normalisations. Au Royaume-Uni, nous avons l'Institut britannique des normalisations. En Suisse, nous avons l'Association suisse de normalisation. Alors, quand vous voyez AFNOR, il faut vous dire que c'est une association française des normalisations. Quand vous voyez NBN, c'est un bureau belge de normalisation. Ensuite, comment lire une norme? Alors, j'ai tiré cet extrait d'une norme tout simplement pour nous montrer comment est-ce qu'on peut lire une norme. Pour comprendre les normes, l'attention du lecteur est attirée sur le point suivant, c'est-à-dire seules les formes verbales doit et doivent sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Là, ça parlait du document en question, où je puisais cet extrait. Alors, ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la forme ou en annexe qualifié des normatives. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence. Ensuite, les expressions telles que « il convient »,« il est recommandé » sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales « peut » et « peuvent » sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utile mais non obligatoire ou une autorisation. Voilà. Donc, si vous voyez « il convient »,« il est recommandé », c'est pour exprimer juste une possibilité, mais ce n'est pas obligé. C'est juste une possibilité préférée, mais non exigée. Alors, le dernier texte. En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou en clarifier l'application sans énoncer d'exigences à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives. Alors, ici maintenant, la norme Eurocode 0 dans la section 1 au point 1.4 dit ceci. Elle fait une nette différence entre principes et règles d'application. C'est-à-dire, selon la nature des différents articles, l'Eurocode 0 établit une distinction entre principes et règles d'application. Les principes comprennent des énoncés d'ordre général et des définitions, mais comportant pas d'alternative. C'est-à-dire que pour ce qui concerne le principe, il n'y a pas d'alternative. Il faut obéir. Si vous n'obéissez pas, là, vous n'êtes plus dans la norme. Et des prescriptions et des modèles analytiques pour lesquels aucune alternative n'est autorisée, sauf indication contraire. 3. Les principes sont identifiés par le numéro du paragraphe suivi de la lettre P. Paragraphe 4. Les règles d'application sont des règles généralement reconnues qui sont conformes aux principes et satisfont leurs exigences. Paragraphe 5. Il est admissible d'utiliser des règles de dimensionnement différentes, des règles d'application données dans la norme Eurocode 0 pour les ouvrages, à condition que leur conformité aux principes concernés soit démontrée et qu'elle donne au moins le même niveau de sécurité structurale, d'aptitude au service et de durabilité que celui qui serait escompté par l'utilisation des Eurocodes. Paragraphe 6. Dans l'Eurocode 0, les règles d'application sont identifiées par un numéro entre parenthèses. Ici, vous avez compris que les règles d'application sont identifiées par un numéro entre parenthèses. Mais les principes sont identifiés par un numéro entre parenthèses suivi de la lettre P. Ensuite, le point 02. La présentation de la norme EN 1992. Le point 0D1, l'historique.
Cet historique provient de CETRA, qui signifie Service d'études techniques de route et autoroute. En 1971, Directive marché public de travaux. Donc ici, c'est le début d'une volonté d'harmonisation de règles techniques au niveau européen. En 1976, lancement des premiers Eurocodes. Ici, le premier Eurocode voit officiellement le jour. Ils sont lancés à titre expérimental pour unifier et simplifier les règles des conceptions et des calculs des ouvrages. En 1980, mise à l'enquête des Eurocodes. En 1989, directive produit de construction. Pendant cette année, les Eurocodes entrent dans une phase de mise à l'essai. L'objectif est de valider leur pertinence et leur efficacité dans différents contextes techniques et géographiques. De 1991 à 1998, il y a eu publication des ENV. Ces documents sont diffusés pour recueillir des retours d'expérience avant la publication de normes définitives. Enfin, 2005, achèvement du programme des Eurocodes. Ainsi, les différentes parties sont publiées sous forme de normes EN, c'est-à-dire ce n'est plus ENV, ça devient maintenant EN. Et c'est à partir de 1998 qu'on avait commencé à transformer les ENV en EN. Donc vous voyez que c'est un long processus pour aboutir aux normes que nous avons aujourd'hui et que nous utilisons. C'est vraiment un très très long processus. Ensuite, le point 0DD, la famille Eurocode, c'est que moi j'ai appelé famille Eurocode, c'est-à-dire l'ensemble des 10 Eurocodes. Nous avons l'Eurocode 0, c'est-à-dire EN 1990. Là-bas, nous avons la base des calculs. Juste en bas, nous avons l'Eurocode 1, c'est-à-dire EN 1991. Ici, nous avons les actions. Donc, tout ce qui concerne les actions sont vraiment gérés par EN 1991. En bas, nous avons les Eurocodes matériaux, conception et détail, ou soit les Eurocodes structuraux. Nous avons d'abord l'Eurocode D, c'est-à-dire EN 1992, qui gère tout ce qui concerne le béton, que ce soit le béton précontraint ou le béton armé. Nous avons EN 1993, c'est-à-dire l'Eurocode 3, qui gère les structures en acier. Nous avons l'Eurocode 4, EN 1994, qui gère des structures mixtes, acier-béton. Nous avons l'Eurocode 5, EN 1995, qui gère tout ce qui est bois, structure en bois. Nous avons l'Eurocode 6, 1996, qui gère les structures en maçonnerie. Nous avons l'Eurocode EN 1999, qui gère les structures en aluminium. En bas, nous avons l'Eurocode EN 1997, c'est-à-dire l'Eurocode 7, qui gère tout ce qui est géotechnique. Enfin, nous avons l'Eurocode 8, donc EN 1998, qui gère tout ce qui est sismique. Si vous m'avez bien suivi, vous allez vous rendre compte que j'ai répété à tout moment EN, EN, EN. EN veut tout simplement dire norme européenne en français. Alors ici, on doit comprendre que la norme Eurocode est écrite en anglais, ensuite elle est traduite en français et en allemand. Ces 10 Eurocodes représentent 5320 pages en version anglaise. C'est-à-dire que quand on écrit la norme Eurocode, on écrit la norme Eurocode en anglais. Ensuite, on doit maintenant la traduire en français, en allemand. Ce sont là les 3 langues retenues pour les normes Eurocode. Ensuite, le point 0D3. La norme Eurocode 2 EN 1992. Lorsqu'une norme européenne telle que la norme Eurocode 2 EN 1992 est transposée au niveau national, elle est identifiée par un préfixe correspondant au pays. Par exemple, NF qui veut dire norme française, c'est ça le préfixe. Ensuite, vous ajoutez EN 1992. Ça, c'est pour la France. Et pour la Belgique, NBN, EN 1992. Alors, le point A, le parti de l'Eurocode 2. Alors, pour ce qui concerne le parti de l'Eurocode 2, nous avons 3 parties. La partie 1 est subdivisée en 2. Donc, nous avons l'Eurocode EN 1992-1-1, c'est-à-dire la première partie de la première partie de l'Eurocode 2, règles générales et règles pour les bâtiments. Ensuite, nous avons la deuxième partie de la première partie de l'Eurocode 2, règles générales, calcul du comportement au feu. Ensuite, nous avons la deuxième partie de l'Eurocode 2, pont en béton, calcul et disposition constructive. Enfin, nous avons la troisième partie, silo et réservoir. Le point B, alors ici,
je parle de ces deux normes que vous voyez souvent lorsque vous lisez la norme Eurocode 2. On parle de la norme IN D106 et la norme IN 10080. Alors, la norme IN D106 plus AD, je sais que vous vous posez des questions sur pourquoi j'ai écrit plus AD. On va voir ça juste après. Béton, spécification, performance, production et conformité. Alors, cette norme établit les exigences pour le béton des structures, qu'il soit non armé, armé ou précontraint. Elle couvre divers aspects tels que les spécifications à l'état frais et durci, la production, la livraison et les contrôles des conformités de béton. Si vous observez bien, vous verrez qu'on a écrit NF IN D106 annulé. Alors ici, cette version est annulée. On n'a pas annulé toute la norme. Donc, quand on a apporté un amendement d'office, si je peux me le permettre, la version précédente n'est plus d'actualité. Ainsi, la version qui est en vigueur, c'est NF IN D106 plus AD. Alors, c'est quoi l'amendement? L'amendement d'une norme est une modification partielle apportée à une norme existante sans la remplacer entièrement. Alors, cette notation de plus AD, ça veut dire que c'est l'amendement 2 de la norme IN D106. Alors ici, vous le voyez, on a écrit NF tout simplement pour nous dire que c'est la norme européenne qui a été adoptée ou transposée en France. Ici en Belgique, on écrira NBN IN D106 plus AD. Si c'est en Allemagne, on écrira DIN IN D106 plus AD. On voit également NFIN 10080 est en vigueur, c'est-à-dire ici, on n'a pas apporté des amendements. Donc, c'est bon pour l'instant. Alors, toutes ces informations proviennent de AFNOR. Donc, si vous allez sur les sites d'AFNOR, sur Google, vous tapez AFNOR, vous pouvez vérifier ce que vous êtes en train de voir. Et si vous êtes en Belgique, vous pouvez taper sur NBN, le site internet de NBN, et vous aurez toutes ces informations. Comme pour dire, les normes sont vendues au niveau de bureau de normalisation. Ainsi, IN 10080 gère les aciers pour l'armature du béton, acier soudable pour béton armé. Cette norme spécifie les prescriptions générales et les définitions relatives aux caractéristiques de performance des aciers soudables utilisés pour l'armature de structures en béton. Elle concerne les produits finis tels que le bar, couronne, treillis soudé et treillis raidisseur. Au point C, nous allons parler des annexes nationales. Alors, ici, pour expliquer d'une manière pratique, la norme européenne est créée au niveau de l'Europe, au niveau du CEN, du Comité européen de normalisation. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de plusieurs pays qui se sont mis ensemble afin de créer une norme. Alors, pour l'application de la dite norme, dans le contexte de chaque pays, il faut prévoir les annexes nationales, c'est-à-dire des annexes qui auront pour rôle de définir des paramètres tels que des coefficients partiels. C'est ce que j'ai dit ici. Les annexes nationales sont des documents complémentaires ajoutés aux normes européennes. Parce que chaque pays a ses contraintes, chaque pays a ses réalités. Ainsi, la norme Eurocode 2 donne juste des recommandations, mais lègue le pouvoir à chaque pays de définir les paramètres nationaux. C'est ce que j'ai écrit ici. Les annexes nationales sont des documents complémentaires ajoutés aux normes européennes. Leur rôle est d'adapter ces normes aux spécificités locales de chaque pays membre de l'Union européenne, en tenant compte, par exemple, des conditions climatiques, des pratiques de construction nationale. Elles définissent, c'est-à-dire ces annexes nationales, les paramètres nationaux, coefficients partiels, résistance caractéristique, méthodes alternatives, qui modifient localement les valeurs par défaut de la norme européenne. Donc, la norme européenne peut recommander pour le coefficient alpha CC lorsque nous sommes en train de calculer la contrainte de calcul du béton, c'est-à-dire FCD égale à alpha CC multiplié par FCK sur gamma C. Alors, pour ce qui concerne alpha CC, chaque pays peut définir sa propre valeur, ou soit le pays peut tout simplement accepter la valeur recommandée. Alors, pour bien comprendre, il faut juste observer cette illustration, c'est-à-dire nous avons la norme européenne EN 1990 plus l'annexe nationale française, par exemple. Nous avons la norme européenne NFIN 1990 applicable en France. Parce que nous avons pris la norme
européenne. Nous avons additionné cela avec l'annexe nationale française. Ainsi, nous avons la norme européenne NF-IN 1990 applicable en France. Attention, il y a une différence entre annexe nationale et annexe. Quand on parle d'une annexe nationale, c'est un supplément propre à un pays membre de l'Union européenne, comme nous l'avons dit précédemment. Tandis qu'une annexe est un supplément à la norme commun à tous les utilisateurs. Observons ces deux captures. Alors, à gauche, nous voyons l'annexe nationale française. On voit bien que Eurocode 2, calcul de structure en béton, partie 1-1, règles générales et règles pour les bâtiments, NF-IN 1992-1-1 2004. Ça, c'est l'annexe nationale. C'est-à-dire que cette annexe nationale française permet l'application de la norme Eurocode 2, tandis que l'annexe, par exemple l'annexe A, modification de coefficients partiels relatifs aux matériaux. Ça, c'est l'annexe. L'annexe nationale est définie par un pays. L'annexe A, c'est défini dans la norme. Donc, si vous ouvrez la norme, vous verrez ça. Parce que c'est dans la norme. Tout le pays va utiliser l'annexe A. Tandis que l'annexe nationale n'est applicable qu'en France. C'est-à-dire c'est la France qui définit l'annexe nationale propre à son pays. Ainsi, vous aurez l'annexe nationale pour la Belgique, l'annexe nationale pour l'Italie, pour tous les pays de la zone euro qui font partie du comité européen de normalisation. Donc, si vous adoptez cette norme Eurocode dans votre pays, vous devez également réaliser une annexe nationale propre à votre pays, laquelle annexe tiendra compte des réalités de votre pays, des contraintes de votre pays. Voilà, je pense que c'est très clair. Alors, ici, au point 024, nous allons parler de la deuxième génération d'Eurocode. La Commission européenne a délivré le mandat M/466 et M/515 au Comité européen de normalisation pour modifier les Eurocodes existants et étendre la portée des Eurocodes structurels. Alors, les objectifs de mandat M/466 et M/515, premièrement, actualiser et étendre les Eurocodes pour renforcer l'harmonisation technique au sein de l'Union européenne en réduisant les paramètres nationaux, paramètres déterminés nationalement, et en intégrant des innovations comme le verre structurel. Deuxièmement, adapter les normes aux défis émergents tels que le changement climatique en intégrant les effets climatiques et en améliorant la robustesse des structures existantes et nouvelles. Troisièmement, améliorer la facilité d'utilisation des Eurocodes pour les professionnels et soutenir la compétitivité du secteur européen de la construction grâce à des règles communes actualisées et des documents d'orientation pratique. Enfin, quatrièmement, et ce que j'ai eu à énumérer, promouvoir l'intégration des normes ISO et la coordination avec les directives européennes pour garantir la cohérence réglementaire et faciliter la libre circulation des services techniques dans le marché intérieur. Alors, comme nouveauté, nous avons structure en verre, c'est-à-dire que la norme Eurocode va également se pencher sur les structures en verre, sur les structures à membrane tendue, ainsi que sur des structures composites fibres polymères. Comme vous pouvez le voir, nous avons les Eurocodes qui sont là, de 0 jusqu'à 9, et du coup, nous avons l'Eurocode 11, c'est-à-dire que le CEN veut également créer l'Eurocode 11 sur la conception et calcul des structures en verre. Ça, c'est une nouveauté. Donc, dans les années à venir, nous aurons l'Eurocode 11 qui sera consacré à la conception et au calcul des structures en verre. Alors, pourquoi pas l'Eurocode 10? Là, je ne sais pas. Ensuite, le point 03, les bases de la norme IN 1992. Alors, dans cette partie, qui est la dernière partie de ce chapitre 0, ici, je vais essayer de poser les bases. Termes relatifs aux propriétés des matériaux et de produits. Valeurs caractéristiques, XK ou RK. C'est-à-dire, si vous voyez une valeur, par exemple FYK ou FCK, ce sont des valeurs caractéristiques. Mais si vous voyez FYD ou FCD, ce sont des valeurs des calculs. On peut lire valeurs caractéristiques X ou YK. Valeur d'une propriété de matériaux ou de produits ayant une probabilité donnée de ne pas être atteinte lors d'une hypothétique série d'essais illimités. Cette valeur correspond généralement à un fractile spécifié de la distribution statique supposée de la propriété concernée du matériau ou du produit. Dans certains cas, une valeur
nominale est utilisée comme valeur caractéristique. Alors, valeur de calcul, on dit, c'est une valeur obtenue en divisant la valeur caractéristique par un coefficient partiel gamma m, dans certains cas particuliers, par détermination directe. C'est ce que j'ai donné comme exemple. Alors, si vous observez bien en bas, j'ai écrit selon l'eurocode 0, parce que je vous avais dit au début, j'ai fait l'effort de placer chaque affirmation avec sa référence pour que vous puissiez aller approfondir vos recherches. Donc, si vous voulez retrouver ça, allez dans l'eurocode 0, section 1 au point 1.5.4. Comme exemple, c'est que j'étais en train de dire FYK et FYD. Donc, FYK, c'est la valeur caractéristique. FYD, c'est la valeur des calculs. FCK, c'est la valeur caractéristique. Et FCD, c'est la valeur des calculs. Nous avons XD égale à eta XK sur gamma M. XK, c'est la valeur caractéristique que nous venons de voir. Eta, c'est la valeur moyenne du coefficient de conversion qui tient compte des effets de volume et d'échelle, des effets de l'humidité et de la température et d'autres paramètres s'il y a lieu. Enfin, gamma M, c'est le coefficient partiel pour la propriété du matériau ou produit pour tenir compte de la possibilité d'écart défavorable de la propriété du matériau ou produit par rapport à sa valeur caractéristique, de la partie aléatoire du coefficient de conversion eta. Alors, c'est ce que je donnais comme exemple. Nous avons FCD qui est la contrainte des calculs du béton, qui est égale à alpha CC multiplié par FCK, qui est la résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours, sur gamma C. Gamma C qui est le coefficient. De même pour FYD, qui est la contrainte des calculs de l'acier, FYK, la limite élastique de l'acier sur gamma S. Nous allons voir ça après. Il y a également une référence selon l'eurocode 0, section 6 au point 633. Ensuite, le point 031, durée d'utilisation de projet. Nous avons ces différentes durées d'utilisation. Dans la première colonne, catégorie de durée d'utilisation de projet. Dans la deuxième, durée indicative d'utilisation de projet. Et dans la troisième colonne, on donne des exemples. Donc, la première catégorie correspond à une durée d'utilisation de 10 ans, structure provisoire. Deuxième catégorie, de 10 à 25 ans. Pour les éléments structuraux remplaçables, par exemple, poutre de roulement, appareil d'appui. Troisième catégorie, de 15 à 30 ans, structure agricole et similaire. Quatrième catégorie, 50 ans, structure des bâtiments et autres structures courantes. Alors ici, je vais anticiper pour dire, nous verrons dans la suite, qu'on parle également des classes structurales. Et la classe structurale recommandée, c'est la classe S4 qui correspond à une durée de vie de 50 ans. Enfin, la dernière catégorie, 5, durée indicative 100 ans. Ça, c'est pour des structures monumentales de bâtiments, de ponts et autres ouvrages de génie civil. Alors, si vous observez bien, il y a A avec une parenthèse que vous pouvez voir au niveau de la première ligne, troisième colonne. Là, on a écrit structure provisoire. Il y a un A, parenthèse, comme étant un exposant. C'est justement pour tirer notre attention parce que en bas, il y a une précision sur cela. On dit les structures ou parties de structures qui peuvent être démontées dans un but de réutilisation ne doivent normalement pas être considérées comme provisoires. Donc, on a donné une précision de la première catégorie des durées d'utilisation de projet. Comme référence, l'eurocode 0. Donc, c'est selon l'eurocode 0 dans la section 2 au point 2.3. Donc, si vous voulez vous approfondir sur ça, lire plus de détails, vous pouvez aller voir ce point-là. Ensuite, nous allons parler des actions sur les structures. Les actions doivent être classées de la manière suivante, en fonction de leur variation dans le temps. Nous avons les actions permanentes que nous connaissons G, par exemple poids propre des structures, équipement fixe, revêtement de chaussée et actions indirectes provoquées par un retrait et détachement différentiel. Ensuite, nous avons les charges variables qu'on appelle qui. Par exemple, les charges d'exploitation sur plancher, poutres et toits de bâtiment, les actions du vent ou les charges de la neige. Enfin, nous avons les actions accidentelles qu'on note par grand A. Par exemple, les explosions ou les chocs des véhicules. Ça constitue les charges accidentelles. Note, les actions indirectes dues à des déformations imposées peuvent être
permanente ou variable. Certaines actions, telles que les actions sismiques et les charges de la neige, peuvent être considérées comme accidentelles et ou variables en fonction du lieu. Alors là, il faut voir la norme IN 1991 et IN 1998. Alors la référence de ce qu'on vient de lire, c'est la norme Eurocode 0, section 4 au point 4.1.1. Si vous allez là-bas, vous allez vraiment vous approfondir sur ces détails. Ensuite, nous allons parler des catégories d'usage, de charges d'exploitation. Nous avons la catégorie A, c'est-à-dire cette catégorie concerne les bâtiments à usage d'habitation ou résidentiel. Exemple, pièces des bâtiments et maisons d'habitation, chambres et salles des hôpitaux, chambres d'hôtel et de foyer, cuisine et sanitaire. Ensuite, le bureau, c'est-à-dire la catégorie B. Vous allez retrouver ces tableaux dans la section 6 de l'Eurocode 1 au point 6.3.1.1. Voilà, c'est une continuité. Nous avons la catégorie C comme usage, lieu de réunion, à l'exception de surface des catégories A, B et D. Nous avons C1, espace équipé des tables, voilà. CD, espace équipé des sièges fixes. C3, espace ne présentant pas d'obstacle à la circulation de personnes, voilà. Jusqu'à C5, espace susceptible d'accueillir de foules importantes, par exemple, bâtiments destinés à des événements publics tels que salles des concerts, salles des sports, y compris tribunes, terrasses et aires d'accès, quais des gares. Ensuite, nous avons la catégorie D. Ça concerne le commerce, donc de bâtiments à usage commercial. Nous avons D1, commerce des détails courants, DD, grands magasins. Alors ici, je tiens à préciser une chose, c'est que nous devons connaître la charge d'exploitation à utiliser. Alors, pour connaître la charge d'exploitation à utiliser, il faut d'abord connaître la catégorie de votre ouvrage. En fonction de cette catégorie, la norme Eurocode a défini les charges d'exploitation. Donc, premièrement, vous devez vous situer dans une catégorie, ensuite choisir la charge d'exploitation. Alors, il y a plusieurs catégories que vous pouvez retrouver sur la norme Eurocode 1, IN 1991-1-1, dans la section 6 au point 6.3.1.1. On attire l'attention sur l'alinéa 6.3.1.1, notamment pour C4 et C5, c'est-à-dire on est en train de parler de la catégorie C, on parle de C4 et de C5, voire EN 1990. Alors là, on fait allusion à la norme Eurocode 0, parce que cet extrait provient de la norme Eurocode 1. Eurocode 1 renvoie vers l'Eurocode 0 lorsque les effets dynamiques doivent être pris en considération. Pour la catégorie E, voir tableau 6.3. Classification de toiture, il y a également une catégorie, les catégories continues, H, I, K. H, toiture inaccessible sauf pour entretien et réparation courant. I, toiture accessible pour les usages des catégories A à D. K, toiture accessible pour des usagers particuliers et les stations par exemple. Vous avez également une référence. Nous allons nous servir des catégories pour déterminer ou soit pour choisir la charge d'exploitation. Pour la catégorie A, il y a des charges d'exploitation pour les planchers. Ça varie de 1.5 à 2.0. Pour les escaliers de 2.0 à 4.0. Pour les balcons de 2.5 à 4.0. Alors, ce sont des charges surfaciques. Il faut bien vérifier l'unité. L'unité, c'est kilonewton par mètre carré. Et la dernière colonne, on parle de charges ponctuelles ou de charges concentrées. Vous avez également une référence, section 6 au point 6.3.1.D. Pour ce qui concerne la catégorie H, nous avons ces différents détails. Première note, pour la catégorie H, qui, K, peut être choisi dans une fourchette 0,00 kN par mètre carré à 1,0 kN par mètre carré. Et qui K, c'est-à-dire la charge concentrée, dans une fourchette entre 0,9 kN à 1,5 kN. Alors, lorsque ces tableaux indiquent une fourchette des valeurs, la valeur à retenir peut être fixée par l'annexe nationale. Vous voyez qu'on fait allusion à l'annexe nationale. Les valeurs recommandées sont K égale à 0,4 kN par mètre carré. Donc ça, c'est lorsque la toiture n'est pas accessible. Vous voyez,
La catégorie H, toiture inaccessible sauf pour entretien et réparation courant. Donc, la norme Eurocode recommande de prendre 0,4 kN par mètre carré. Mais la norme a proposé une fourchette, c'est-à-dire de 0,00 kN par mètre carré à 1 kN par mètre carré. C'est à vous de choisir dans cette fourchette. Mais les valeurs recommandées qui peuvent être fixées par l'annexe nationale d'un pays, donc qui K égale à 0,4 kN par mètre carré et qui K, c'est-à-dire la charge ponctuelle ou concentrée, égale à 1 kN. Note 2, l'annexe nationale peut donner des valeurs différentes des Kika en fonction de la pente du toit. Note 3, on admet que Kika agit sur une RA qui peut être fixée par l'annexe nationale. La recommandation pour A est de 10 mètres carrés. La fourchette allant de 0 à l'aire totale dit la toiture. Donc vous voyez que avant de travailler avec la norme Eurocode, il faut d'abord vous fixer sur quelle annexe nationale utiliser. C'est-à-dire, si vous êtes en France, vous devez utiliser l'annexe nationale française. Si vous êtes en Belgique, l'annexe nationale belge. Note 4, on nous renvoie vers 3.3.2. Entre parenthèses, 1. Alors, comme toujours, il y a une référence et il y a une note. Pour toute autre précision, voir la norme EN 1991. Donc, si vous voulez avoir d'autres précisions, il suffit de voir cette norme. Ensuite, nous avons les combinaisons d'actions. Les valeurs de psi de ces coefficients sont données par ces tableaux que vous pouvez retrouver au point A1DD. Vous voyez, annexe A1. Ça, c'est l'annexe qui est dans la norme Eurocode 0. Ensuite, le point 034, les propriétés de matériaux. Le point A, le béton. Alors, nous avons entre parenthèses 1B. Si vous avez suivi ce que j'avais dit au début, vous allez vous rendre compte que nous avons affaire à un principe. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative. Donc, premier principe, la résistance en compression du béton est désignée par des classes de résistance liées à la résistance caractéristique fractile 5% mesurée sur cylindre FCK ou sur cube FCK,cube conformément à la norme EN D106-1. Souvenez-vous de cette norme. Au début, nous avons eu à parler de cette norme. Deuxième principe, les classes de résistance du présent code sont basées sur la résistance caractéristique mesurée sur cylindre FCK déterminée à 28 jours, compatible avec une valeur maximale Cmax. En bas, vous êtes en train de voir la note. On dit, pour le béton de classe C2530, la résistance mesurée sur cylindre est de 25 mégapascales. Donc, si vous voyez C5060, sachez que 50, c'est la résistance mesurée sur cylindre. Dans tout ce qui vient avant le slash ou cette barre inclinée, c'est une résistance mesurée sur cylindre. Tandis que celle qui vient après, c'est-à-dire 30 mégapascales, c'est mesuré sur cube. Alors, comme note, on dit la valeur de Cmax à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son annexe nationale. C'est-à-dire, c'est l'annexe nationale d'un pays qui fixe la valeur maximale de Cmax. Mais la valeur recommandée est de C90/105. Alors, ici, nous voyons le tableau des caractéristiques des résistances et des formulations du béton et des déformations du béton. Donc, dans la dernière colonne, on voit bien qu'il y a des expressions analytiques. FCM égale à FCK plus 8 mégapascales. Donc, ces formules vont vous permettre de retrouver les valeurs qui sont là sur ces tableaux. Alors, ce tableau est issu de la norme Eurocode 2, section 3 au point 3.1D. Donc, EN 1990-1-1, c'est-à-dire la première partie de la norme Eurocode 2. Alors ça, c'est une continuité. En bas, j'ai juste donné une précision. Les valeurs des déformations sont exprimées en pour 1000. Donc, 3,5 pour 1000, vous devez diviser par 1000. Donc, vous avez cette valeur de 0,0035. Je sais que vous le savez. Ensuite, nous allons parler de l'acier de béton armé. Alors, nous avons également des principes. On dit, le présent Eurocode s'applique aux armatures à haute adhérence et soudables, y compris les treillis soudés. Le procédé de soudage
admis sont donnés dans le tableau 3.4. Principe 3. Les règles d'application relatives au dimensionnement et aux dispositions constructives figurant dans les présents Eurocodes sont valables pour une gamme de la limite d'élasticité spécifiée telle que FYK égale à 400 à 600 mégapascales. Donc ça, c'est la limite recommandée par la norme Eurocode 2. Note, la valeur maximale, c'est-à-dire la valeur limite des FYK de cette gamme à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son annexe nationale. Donc, l'annexe nationale définit la valeur limite de FYK. Enfin, les caractéristiques de surface des armatures à haute adhérence doivent être telles qu'elles assurent une adhérence correcte avec le béton. Alors, section 3 au point 3DD, selon la norme Eurocode 2. Donc, vous avez la référence que je viens de citer. Ensuite, nous avons ce diagramme simplifié. Donc, diagramme contrainte déformation simplifiée et diagramme de calcul pour les aciers de béton normés, tendus ou comprimés. Les diagrammes que nous voyons là en A, c'est le diagramme simplifié et B, c'est le diagramme de calcul que nous utilisons dans les calculs. Alors, ici, nous avons les classes d'utilité. Nous avons la classe A, la classe B, la classe C pour des barres et fils redressés, ainsi que pour les treillis soudés. La limite caractéristique d'élasticité FYK, ça varie de 400 à 600 mégapascales. Et la classe A ne convient pas lorsqu'une redistribution des efforts de plus de 20% a été considérée dans le calcul. C'est ainsi, il est plus recommandé d'utiliser des aciers de classe B pour les usages courants. Enfin, la classe C est plus utilisée dans des zones sismiques. Le diagramme simplifié des distributions de contraintes dans une section en béton armé. Alors ça, c'est un diagramme simplifié que vous pouvez le voir. Et il existe une vidéo sur cette chaîne où j'ai eu à utiliser ces diagrammes afin de démontrer quelques formules de l'Eurocode 2. Alors, ici, nous avons état et lambda. Ces deux coefficients sont fonction de la classe de résistance du béton. Donc, si FCK est inférieur ou égal à 50 mégapascales, est égal à 1 et lambda égal à 0,8. Pour 50 mégapascales strictement inférieur à FCK, inférieur ou égal à 90 mégapascales, alors état égal à 1 moins FCK moins 50 sur 200 et lambda égal à 0,8 moins FCK moins 50 sur 400. Alors, nous allons parler de la condition d'environnement. La norme dit, les conditions d'environnement sont des conditions physiques et chimiques auxquelles la structure est exposée, en plus des actions mécaniques. Alors, c'était un principe parce que nous voyons un entre parenthèses P, c'est un principe, et deuxièmement, c'est une règle d'application. Les conditions d'environnement sont classées conformément au tableau 4.1 basé sur EN D106-1. Alors, j'ai souligné en rouge pour vous dire que nous avons eu déjà à parler de cette norme et nous savons la version qui est en vigueur, c'est EN D106 plus AD. Alors, voici les classes d'exposition. Bon, je ne vais pas tout lire, mais vous le savez que X0, c'est pour le béton non armé, sans pièces métalliques noyées. Toute exposition sauf en cas de gel, dégel, d'abrasion et d'attaque chimique. Béton armé ou avec des pièces métalliques noyées très secs. Béton à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est très faible. Alors nous avons la classe XC1 comme description de l'environnement, sec ou humide en permanence. Exemple informatif illustrant le choix de cette classe. On a béton à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est faible. Béton submergé en permanence dans de l'eau. Alors ça c'est la continuité. Vous avez la référence EN 1990-1-1 section 4 au point 4.2. C'est la même chose, c'est une continuité. Donc vous avez cette référence pour vous approfondir sur ces sujets. Remarque, les bétons armés, puisqu'il comprend des armatures métalliques, ne peut être classé X0 dès lors que l'environnement n'est pas classé très sec. Les parties de bâtiments situées à l'abri de la pluie, que le bâtiment soit clos ou pas, sont à classer en XC1, à l'exception de parties soumises à des condensations importantes qui sont à classer en XC3, buanderie, papeterie, locaux de piscine, etc. Ne sont à classer en XD3 que le partie d'ouvrage soumise à des projections fréquentes et très fréquentes contenant des chlorures sous réserve d'absence de revêtement d'étanchéité assurant la protection du béton.
Alors, c'est justement ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on a vu. Donc, vous avez cette référence. Vous pouvez lire et comprendre que chaque élément est exposé à un environnement X ou Y. Donc, c'est à vous de déterminer l'environnement de votre élément structurel. Et cela va vous permettre à déterminer l'enrobage, comme nous allons voir juste après. Alors, ici, nous avons l'enrobage. Vous connaissez déjà l'enrobage. Vous pouvez voir sur cette figure. Donc, ça même donner une définition littérale, mais juste en observant la figure, vous connaissez déjà ce qu'on appelle l'enrobage. C'est juste cette distance-là. Alors, un enrobage minimal sémine doit être assuré afin de garantir la bonne transmission de force d'adhérence, voir également section 7 et 8, la protection de l'acier contre la corrosion, une résistance au feu convenable. L'Eurocode 2 définit la notion d'enrobage nominal minimal, CNOM, égale à sémine, ce qu'on vient de voir, plus delta CV. Delta CV, c'est une marge des calculs pour tolérance d'exécution. Alors, Cmin égale à la valeur maximale entre Cmin B, on va voir ça juste après, Cmin virgule dur, plus delta C dur gamma, moins delta C dur ST, moins delta C dur virgule ADD, et 10 mm. La valeur de delta CDEV à utiliser dans un pays peut être fournie par son annexe nationale. Donc, vous voyez que l'annexe nationale nous suit partout. La valeur recommandée est delta CDEV égale à 10 mm. Ça, c'est la valeur recommandée par la norme Eurocode 2. Mais chaque pays définit la valeur de delta CDEV. Donc, le pays peut reconduire cette valeur, c'est-à-dire la valeur recommandée par la norme Eurocode 2, ou soit définir une autre valeur en fonction des réalités du pays. Alors, nous avons Cmin B, enrobage minimal vis-à-vis des exigences d'adhérence, voir le tableau ci-dessous. Nous avons Cmin dur qui est l'enrobage minimal vis-à-vis des conditions d'environnement. On va voir ça à la page 53, c'est-à-dire à la page suivante. Delta C dur gamma, marge de sécurité. Delta C dur ST, réduction de l'enrobage minimal dans les cas d'acier inoxydable. Delta C dur A, réduction de l'enrobage minimal dans les cas de protection supplémentaire. Alors ça, c'est les tableaux pour déterminer Cmin B. En bas, on dit si la dimension nominale, c'est-à-dire c'est la précision de la première ligne, je parle de la ligne de disposition des armatures, si la dimension nominale du plus gros granulat est supérieure à 32 mm, il convient de majorer Cmin B de 5 mm. Donc, vous allez vous servir de ce tableau afin de déterminer la valeur de Cmin B. Vous avez également la référence, section 4.4.4, EN 1992-A-1. Ensuite, le valeur de l'enrobage minimal est requis vis-à-vis de la durabilité. Alors, vous allez vous servir de ce tableau. À gauche, vous allez voir, c'est-à-dire dans la première colonne, classe structurelle. Donc, nous avons 6 classes structurelles, S1, SD, S3, S4, S5, S6. Et la classe structurelle recommandée, c'est la classe S4 qui correspond à une durée de vie de 50 ans. C'est-à-dire, vous construisez le bâtiment pour une durée de vie de 50 ans. Alors, en fonction de la classe structurelle, S4 qui est la plus recommandée, vous pouvez déterminer Cmin dur en fonction de la classe d'exposition. Donc, au niveau de la ligne, vous avez la classe structurelle et au niveau de colonne, vous avez la classe d'exposition. La valeur de delta C dur gamma, delta C dur ST ou delta C dur ADD à utiliser dans un pays peut être fournie par son annexe nationale. La valeur recommandée, c'est de 0, c'est-à-dire delta C dur gamma égale à 0, delta C dur ST égale à 0 et delta C dur ADD égale à 0. Pour la référence, section 4 au point 4.4, IN 1992-1-1. Donc, si vous allez dans cette section, vous allez voir d'autres détails que la norme dit à ces sujets. Je pense que c'est la fin de notre introduction sur les dimensionnements des éléments porteurs en béton armé selon la norme Eurocode 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette formation. Merci.